Bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue à cette première conférence d'histoire slash cours de sujet de pointe en écologie. Donc, cette année, j'ai les étudiants qui vont présenter les conférenciers pour commencer à les pratiquer à ce genre d'activité. J'ai pensé que ça serait intéressant pour eux de faire ça. Donc, j'ai Zachary qui va présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Merci Zachary de te prêter sur le fly à l'exercice. Et ensuite, donc, on va avoir la conférence en 5 minutes, 15 minutes de questions. Puis ensuite, pour les étudiants, je vais aller luncher avec notre conférencier ici. Et puis, vous êtes bienvenus, ceux qui veulent se joindre à nous. On va aller au café probablement. Et ensuite, on va avoir une période de discussion, probablement à partir de 2h30, 2h30, là, jusqu'à peu près 3h30, 4h, là, autour du sujet de la conférence. Donc, voilà. Bon, ben, salut tout le monde, c'est pas long. J'ai fait ça un petit peu comme sur le fly à la dernière minute, fait que je vais juste lire la bio qui s'avait envoyée. Donc, aujourd'hui, on a Juan Pablo Aramilla Correa, qui il a un baccalauréat en biologie à l'Université de Los Andes en Colombie, suivi d'une maîtrise en l'an 2000 et d'un doctorat en 2004 en sciences forestières à l'Université Laval au Canada. Il a été un chercheur postdoctoral à l'ICIFR, trait d'union CSIC, à Madrid, Espagne, avant de s'installer au Mexique, comme professeur associé en 2009. Il a été aussi titularisé en 2014, puis il est devenu chercheur national niveau 2. Il dirige actuellement un groupe de recherche en génomique écologique des arbres forestiers, visant à comprendre comment les conifères tropicaux évoluent à différentes échelles à travers du temps. Il est éditeur associé à la revue Tree Genetics, aussi Ngenomes, excusez-moi. Il est éditeur associé des revues Tree Genetics, Ngenome, et aussi à Frontiers in Conservation Sciences. Il est aussi membre de IUFRO, de l'Association nord-américaine de génétique forestière, et aussi du Réseau pour la conservation de ressources génétiques forestières d'Amérique latine et des Caraïbes. Et aujourd'hui, il nous fait une présentation sur l'histoire évolutive de la dispersion des conifères nord-américains vers les sols. Merci. Merci beaucoup, Zachary. Bon, merci Zachary, merci Karine pour l'invitation. C'est ma première conférence en français depuis 7 ans, donc j'espère que ça va bien aller. Il y a eu une faute d'orthographe dans les titres et plusieurs coquilles dans les résumés que je vous ai envoyés. Je m'en excuse. On n'a rien pu aller. Et c'est pour ça que les diapositives seront en anglais, comme ça les coquilles seront dans 2 langues différentes. Parfait. Donc, j'espère que les gens à la maison m'entendent bien. C'est intéressant tout ça là. Bon, sinon, on fera comme on peut. Donc, là, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vais surtout parler des travaux faits par mes étudiants, mes postdocs, un peu mes collaborateurs. Donc, voici les têtes des gens, mes étudiants Jorge, Seb, Gus, Vero, mes postdocs Norberto et Eduardo, et mes collaborateurs Eric Aguirre, Christian Behenkel, Luis Eguiarte, Ale Moreno, Dave Gernand et Alicia Mastretta. Tous à l'UNAM, sauf Christian qui est à l'Université Juárez au nord du Mexique, et Alicia qui va bientôt déménager au Kew Botanical Gardens en Angleterre. Donc, nous, on s'intéresse dans mon laboratoire surtout à un mécanisme évolutif qui donne naissance à la diversité génétique et à son maintien. Donc, qu'est-ce qui arrive dans les populations, dans les espèces, entre les espèces, pour que la diversité génétique existe? Et c'est quoi les échelles spatiales et temporelles dans lesquelles ces mécanismes agissent? Autrement dit, on étudie les jus de calamar évolutifs. Si vous n'avez pas regardé cette série-là, faites-les pas, c'est dégueulasse, c'est malsain.
Je me demandais tout le temps pourquoi j'ai continué à la voir. La seule bonne chose que j'ai trouvée dans cette série-là, c'est cette diapositive-là. Ça illustre parfaitement ce qui arrive dans les populations, donc des forces évolutives qui chamaillent un peu les individus et qui décident à la longue qui survit pas, qui passe ses gènes à la génération d'après. Donc, j'imagine, tout ça, vous les connaissez depuis l'école primaire, donc je ne peux pas... Je regardais quand même, là, mais... Non, c'est juste que, je sais pas, je pensais qu'on avait comme arrêté. On va vous demander de fermer vos micros, s'il vous plaît. Bon. Et les scénarios dans lesquels ces jeux de calmar évolutifs arrivent, c'est le Mexique. Malgré ce que disent les agences de voyage, le Mexique n'est pas en Amérique du Sud. Du point de vue géologique, géographique, écologique, se trouve en Amérique du Nord, a toujours été partie de l'Amérique du Nord. Sauf cette partie-là, la plus au sud, au Yucatan, où vont tous les Américains casser tout pendant le spring break, qui n'existait pas que depuis les derniers 30 à 40 millions d'années sous la mer. Si vous cherchez l'endroit où s'est écrasé le météorite qui a éteint les dinosaures, c'est ici à la pointe du Yucatan. Pour ceux qui sont à la maison, c'est à côté du haut du Golfe of Mexico. Donc, ce qui est intéressant de le Mexique, c'est un melting pot des espèces qui ont descendu de la mer du nord de l'Amérique du Nord vers le sud, ici et surtout en vert, là, dans les temperate forests, et ceux qui ont monté depuis l'Amérique du Sud, ici en rose dans la carte. Donc, on peut trouver des choses bizarres, comme aller dans une forêt tropicale sur le bord du golfe du Mexique et de voir les espèces typiques tropicales à côté d'un frêne, d'un peuplier ou d'un érable. Ou on peut voir aussi un sapin avec une épiphyte qui pousse à côté d'un agave dans les montagnes. C'est un truc vraiment challenging pour la Terre. Donc, tout ça, pour dire la plupart des espèces tempérées, ils sont descendus il y a 20 à 5 millions d'années, dépendamment du genre, du lignage du genre. Et la distribution de cette espèce-là a été modélée surtout par les volcans. Donc, tout ce que vous voyez en vert au Mexique a été modélé par des volcans. Il y en a des volcans partout au Mexique. À côté de la ville de Mexico, il y en a un qui fume à tous les jours. Le voici, Popocatépetl, si jamais vous voulez essayer de les prononcer. Donc, de nouveaux volcans qui sont apparus depuis les derniers 60 millions d'années et qui sont aujourd'hui peuplés par des forêts, des conifères, des chênes et des choses comme ça. Voilà. Cependant, quand on parle d'arbres dans les tropiques, on parle aussi d'un autre jeu de calamar évolutif. Parce que les arbres, ce sont des arbres. Donc, ça pousse lentement, ça vit longtemps, ça évolue lentement, comme l'a bien dit Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Mais quand on est dans les tropiques, on a toutes sortes d'interactions agréables, désagréables, très désagréables, et ensuite comme ça, l'épiphyte, la mycorhize, l'herbivore, les machins. Donc, on n'est pas confortable. Et mon ancienne copine, la mère de mon fils, une québécoise, la première fois qu'elle est allée au Venise, 20 minutes après, elle a sorti une phrase mémorable qui résume très bien la forêt tropicale. Je ne me sens pas respectée. Elle a reçu une grosse sauterelle dans le visage comme ça, un grand P comme ça. Donc, c'est ça les tropiques. Donc, imaginez un arbre qui ne peut pas bouger en plus. Là, c'est compliqué. Et si ces arbres-là, ce sont des conifères, c'est encore pire. Là, les conifères, si on veut les décrire avec les personnages d'un film, ça serait ça. C'est comme ça qu'ils s'évoluent. Donc, pas juste parce qu'ils accumulent très peu de mutations par unité de temps quand on les compare aux angiospermes, des arbres à fleurs, mais aussi parce que si on ferait une analyse psychologique de ces personnages-là,
On dirait qu'il y a un problème de hoarding. J'ai oublié le nom en français, je l'ai révisé hier soir. Donc, ramassage compulsif, accumulation compulsive, un truc du style. Donc, les gens qui accumulent toutes sortes de choses dans leur garage, dans les garde-robes, etc. Hoarding disorder en anglais. Et une désordre obsessif compulsif. En termes génomiques, ça veut dire qu'ils sont un génome énorme, plein de gènes dupliqués, transposomes, microsats, amène-moi ça, on adore ça. Et toujours dans le même ordre et dans un nombre de chromosomes très stable. Ils n'aiment pas ça, les conifères. À part quelques junipères et la séquoia géante, les restes sont tous diploïdes. Tous. Donc, on s'est dit, bon, un truc comme ça, tropique, c'est impossible. Erreur. Il y en a plein. Chaque point noir dans cette carte-là, c'est l'occurrence d'une espèce de conifère dans la planète. Mis à part, bien sûr, là, les grosses zones au nord, que pour une raison que je ne connais pas, M. Farjon a décidé de les mettre en vert. Ça, c'est des forêts boréales dominées par des conifères. Mais partout ailleurs, dans des régions tropicales qui se trouvent entre les deux pointillés rouges, il y en a des conifères. Et ce n'est pas une ou deux espèces, là. Il y en a beaucoup, notamment dans le sud du Mexique, le sud-ouest de la Chine et en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, c'est impressionnant. 23 espèces d'Araucaria dans une île qui n'est pas énorme. Donc, comment elles font les conifères pour évoluer dans une place comme ça? Donc, on avait deux hypothèses, deux extrêmes au début de mon poste au Mexique. Donc, la première, c'est les taxonomistes, ils n'ont rien compris. Et tous ceux qui ont décrit comme de nouvelles espèces, c'est de la pure et dure plasticité phénotypique. Et ce qu'on voit, c'est juste isolation par la distance, dérive génétique, mais c'est toute la même espèce. Ou, ça avait tout à fait raison. Et pour une raison inconnue, les conifères ont arrêté d'être des conifères eutropiques, ils se sont mis à évoluer vite. On continue avec les films. Donc, soit on a lui à gauche, soit on a lui à droite. Voilà. Et je vais surtout parler de mon genre favori, que c'est les sapins. Les forêts autour de la ville de Mexico et à moins de 2500 mètres d'altitude partout au Mexique, ce sont des forêts de sapins, ce sont de très jolies forêts qui se ressemblent plus aux forêts qu'on trouve dans la côte pacifique canadienne qu'à celles qu'on trouve ici au Québec. Et c'est la place préférée des papillons monarques pour passer leur hiver. Si jamais vous avez le temps et l'argent d'aller au Mexique au mois de janvier, février, allez à l'état de Michoacán, voir ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Très conseillé. Et je vais donner aussi quelques exemples des pins, des junipères. Je voulais parler des épinettes mexicaines, mais je sens que je n'aurai pas le temps, donc on va laisser faire ça. Et voilà, c'est parti. Donc, la première chose qui a été faite avant que j'arrive au Mexique, dans le Pléistocène tardif, avec des outils génétiques du Pléistocène tardif, les enzymes, a montré ça. C'est Erika qui l'a fait. Donc, essayez de rien trouver. Je vous résume en bas à votre droite les résultats. On ne voit rien. Donc, tout est mélangé, toutes les espèces, donc les taxonomistes, ils avaient tort. Et quand on a utilisé des méthodes, des outils moléculaires plutôt un petit peu plus modernes, on a trouvé la même chose. Avec le chloroplastique, même chose. Et quelques gènes nucléaires, même chose. Il a fallu attendre les données génomiques comme du monde, et là vraiment en mettre beaucoup, au-delà des 80 000 SNP, pour pouvoir trouver quelque chose qui se ressemble à ce que les taxonomistes nous disent. En mauve, les espèces cousines nord-américaines qu'on trouve au Jardin botanique de Montréal, d'ailleurs, Abiescon color, et en gris, les deux espèces qu'on trouve sur la Sierra Madre occidentale au nord-ouest du Mexique. En rouge, les deux espèces qu'on trouve dans la Sierra Madre orientale au nord-est du Mexique. En vert,
les 3 ou 4 espèces qu'on trouve au centre du Mexique, l'axe mexicain transvolcanique, et un bleu foncé, ici ça a l'air plus noir, mais bon, les 2 espèces qu'on trouve dans le sud du Mexique et au Guatemala. Donc, ça va, on est content, génial. On commence à voir le fameux turbo-escargot. Bien sûr, il y a quelques exceptions que je vous mets ici avec des flèches qui montrent qu'il y a de l'hybridation qui est en train d'aller mêler un peu les cartes et peut-être créer de nouvelles espèces que les taxonomistes appellent. Si ça reste à voir, on verra bien. Donc, ça commence à bien aller. Surtout quand Jorge a fait des calculs là, des temps de divergence avec List et il a trouvé des temps de divergence assez récents. Normalement, quand on va voir les conifères plus tempérés, on trouve des temps de divergence de 10, 12, 15 millions d'années. Ici, on en a trouvé des temps de divergence 5 millions d'années et moins. Donc, au début, j'étais très sceptique. Je dis, Jorge, il va réviser ça parce que ça ne marche pas trop. Et en attendant, les Chinois ont publié une grosse phylogénie de tous les genres avec toutes les espèces. Ils ont fait les mêmes calculs et ils ont trouvé des temps encore plus récents que nous. Donc là, j'ai fait là, OK, d'accord, ça marche. Ça, c'est des échantillons différents, des méthodes différentes et surtout des outils moléculaires différents. Ça, c'est des transcriptomes complets. Nous, c'était des SNP aléatoires tout génome. On en parlera plus tard si vous voulez de ça. Donc, ça va vite au Mexique, plus vite qu'ailleurs dans la planète. Problème, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette mesure-là, mais c'est simplement la diversité génétique calculée avec des changements non synonymes au génome, divisée par la diversité nucléotidique calculée avec les changements synonymes. Ça, en bon français, mesure l'efficacité de la sélection purificatrice. Donc, est-ce qu'on est capable de sortir ces petites mutations qui nous font bagayer, boiter, regarder pas bien les couleurs, etc., de façon efficace ou on a tendance à les accumuler parce que notre population est trop petite. Donc, plus on est au nord, plus on est efficace pour s'en débarrasser de ces mutations partiellement délétères. Plus on est au sud, plus on a de la difficulté à s'en débarrasser de ces mutations-là. Donc, la charge génétique augmente vers le sud. Donc là, on ne parle pas trop d'adaptation. Chez les pins, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a 4 linages différents de pins qui sont descendus jusqu'au Mexique. Ça, c'en est un, les clades australis. Si vous connaissez Pinus taeda, que c'est le modèle en génomique forestière en Amérique du Nord, ben, il est là, ici, en haut, dans les clades noirs, en haut. Okay. C'est la distribution de Pinus taeda plus ou moins ici, au sud-est des États-Unis. Et il y a 2 clades à l'intérieur d'Australis qui ont rentré au Mexique. Là, un gris qui a descendu par la Sierra Madre orientale, un autre en vert et un rouge qui a descendu sur la Sierra Madre occidentale. 2 fois. On ne voit pas trop, c'est pas très clair là, la tendance entre les clades, comme on voit chez les sapins, mais Jorge m'a dit que quand on regardait à l'intérieur des clades, ça il est en train de le faire. On n'a pas eu les résultats prêts pour aujourd'hui, mais bon, à l'intérieur des clades, surtout les clades gris et les clades verts, on voit la même chose que chez les sapins. Donc, cette fameuse TNDS ou PN, PIS ou KN, KS, ça mesure plus ou moins la même chose, a tendance à augmenter vers le sud, dans des populations plus petites qui accumulent plus de mutations partiellement délétères. Chez les genévriers, Juniperus, ça, c'est une histoire un peu triste. C'est un étudiant d'Ale Moreno qui était en train de faire ça. Et là, la pandémie a frappé. On nous a enfermés. Et quand on nous a relâchés, puis Rodrigo a pu retourner au lab, faire des analyses, ce monsieur-là a publié cette phylogénie. Donc,
un peu la même histoire. En dehors de l'arbre, il y a un clade nord-américain et plusieurs clades mexicains qui font toujours la même route, nord vers le sud, nord vers le sud, nord vers le sud, à l'intérieur de chacun des clades. Je n'ai pas la moindre idée qu'est-ce qu'il y a avec les PNPS à l'intérieur. C'est Rodrigo qui est en train de faire ça. Ah non, je l'ai fait. Il me l'a envoyé cette semaine, pardon. Désolé. Donc, il a... Wow. On va pas vite ici. Bon. Donc, il a, étant donné que la phylogénie était publiée, il a décidé de se concentrer sur un des clades en orange en haut, les clades de Péane, Juniperus à feuilles serrées. Il a échantillonné tout ce qu'on trouvait au Mexique et il a vu exactement la même chose, les mêmes patrons de PNDS. Ça, c'est vraiment haut, ça, c'est extrême. Ça ne m'étonne pas, c'est quelques populations super isolées dans les sommets les plus élevés de Chiapas qui déjà ne sont pas très fréquents. Et c'est quelques juniperus par ici, par là. Ce n'est pas étonnant. Donc, même patron, ça va vite, mais il y a quelque chose qui cloche. Donc, Jorge a dit, dans le fond, là, on est en train de trouver les turboscargots, mais pas les turboscargots qui ont cherché. On est en train de trouver un autre. Parce que ce qu'on a, c'est une radiation non adaptative. C'est la dérive génétique et l'incapacité de la sélection purificatrice d'enlever les cochonneries qui est en train de mener la radiation des conifères. Pas l'adaptation, sélection positive telle qu'elle que nous apprend dans les cours de génétique en secondaire. Je rigole, hein? Bon. Mais je ne sais pas si vous avez eu la chance de voyager au Mexique. Ce n'est pas la même chose une forêt de conifères au nord, qui est presque désertique, qu'au centre, que c'est très humide, ici, c'en est une, qu'au sud, que c'est vraiment des petits rémanents au milieu des forêts tropicales. Une fois, dans les mêmes voyages que mon ancienne femme ne se sentit pas respectée par les Vivi Tobelis, on était en train de marcher au plein milieu de la forêt et plaf, on arrive au plein milieu d'une forêt de Pinus caribia. Et on a fait, qu'est-ce que ceux-là font ici? C'est leur place, c'était un sol calcaire dans lequel il n'y avait que les pins qui étaient capables de pousser. C'est ça. Donc, très différent. Donc, quand on connaît ça, on dit vraiment. Donc, l'environnement n'a aucun rôle, il n'y a aucune adaptation dans un pays aussi climatiquement et géologiquement divers. Duratoire. Donc, Norberto a décidé d'utiliser la bonne vieille méthode des modèles de niche. Il a vu exactement la même chose qu'Eric au tout début. Abies con color d'un côté et une soupe d'abies de sapin mexicain. Difficile à discerner. Quand lui et Jorge se sont penchés, ils sont regardés avec des analyses un petit peu plus poussées, une variable à la fois, ils se sont rendus compte que les espèces divergeaient une à une dépendamment de l'axe qu'on regardait. Et plus on allait vers le sud, plus cette niche écologique, plus la tolérance climatique était réduite. Donc, autrement dit, c'est comme s'ils cherchaient l'endroit où ils pouvaient s'installer et il resta. Mais là, trop différent, je ne suis pas capable de m'adapter. Là, trop différent, je ne suis pas capable de m'adapter. Les tolérances climatiques plus étroites quand on va vers le sud. Donc, encore une fois, turboscargot, mais pas celui qu'on s'attendait au début. Quand on regarde les sols, là, on voit autre chose. Regardez les couleurs des branches. Chaque couleur de branche indique qu'il y en a un type de sol différent. Ici, c'est le pH, donc plus rouge, plus acide, plus bleu, plus basique. Là, OK, des sapomorphies qu'on trouve dans des différentes populations, dans des différentes espèces de façon indépendante. Et pour la morphologie, un peu la même chose. Rouge ici, rouge là, bleu, bleu. Donc là, OK, là, on voit des choses plus intéressantes qu'avec les climats et la génomique pure et dure. Donc ensuite, on s'est concentré sur les espèces du centre du Mexique, et c'est là qu'on trouve comme le plus de diversité. C'est Gus qui a fait ça.
Donc, ça, c'est une rareté quand on est habitué à travailler avec les conifères nord-américaines. En général, quand on travaille avec des espèces reliées, on voit beaucoup de flux géniques d'une à l'autre. Au Mexique, c'est coupé au couteau. C'est rare. Même en Europe, on voit ça, là, les sapins, ça ressemble plus à ce qu'on voit dans les cas égal 6 en bas. Il y a zéro flux génique entre les espèces. Zéro. Et la divergence, je vous répète, c'est assez récente. Dans ce cas-là, ça serait dans les derniers 2 millions d'années que s'est fait la divergence au sein des espèces ici au centre du Mexique. Un peu des structures génétiques à l'intérieur des Aves religiosas qui se trouvent, ces populations-là, du centre et de l'est du Mexique. Là, on va se concentrer sur ça. Est-ce qu'il y en a de la différenciation morphologique? Oui, assez évidente. Juste regarder la taille des cônes, religiosa, flinky, et la taille des aiguilles, religiosa, flinky. Là, j'ai exagéré flinky, là, c'est plus dans l'ordre de 5-6 cm, là, mais c'est quand même long pour une aiguille dans sa main. Si vous avez le temps d'aller dans les jardins botaniques de Montréal, il y a Biescon Color qui a des aiguilles longues aussi. Là. Ça se ressemble un peu à ça. Au niveau anatomique, quand on fait des coupes, on regarde au microscope, c'est la même chose. La pointe des aiguilles est différente, la distribution des estomacs est différente à l'intérieur des aiguilles et tout ça. Donc, vraiment, divergence génétique et morphologique rapide. Quand on regarde la différence morphologique entre les populations, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pas juste que les espèces sont différentes l'une de l'autre, mais qu'à l'intérieur des religiosas, là, surtout pour ces deux variables-là, qui sont reliées à la grosseur de l'aiguille, donc à la palatabilité pour les herbivores, il y a beaucoup plus de variations entre les populations qu'à l'intérieur des flinky, l'espèce qui se trouve à l'ouest du Mexique. Ce qui nous permet de créer ces graphiques-là. Donc, ça, c'est compliqué. Normalement, quand on est au Canada et on a des collaborateurs au Service canadien des forêts, on fait des tests de provenance et on calcule un truc qui s'appelle QST. Nous, on n'a pas ça, donc on doit calculer PST juste avec des mesures morphologiques. On doit faire des simulations et on obtient ces graphiques-là. Qu'est-ce qu'on doit regarder dans ces graphiques-là? La valeur de CH2, donc la ligne bleue qui monte, et les niveaux de chevauchement entre la partie grise et la partie rouge une fois que la courbe grise s'est couchée. Donc, plus la valeur du CH est petite et plus la différence, la distance entre les deux régions rouge et grise est grande, plus on suspecte que les différences morphologiques entre les populations ont une base génétique. Plus la valeur de CH est grande et plus cette différence-là est petite, la distance entre la région rouge et la région grise, plus on suspecte que les différences morphologiques qu'on voit entre les populations est due à la plasticité. Autrement dit, il n'y a que de la plasticité dans l'espèce qui se trouve à l'ouest, centre-ouest du Mexique, et il y a quelques caractères morphologiques qui seraient modélés par des traits génétiques dans l'espèce qui se trouve au centre-est du Mexique. Donc, il y a de la place pour que la sélection naturelle positive agisse. Ici en haut, pas trop. Voilà. J'espère d'avoir bien dit ça. Donc là, Seb s'est concentré sur les populations du centre-est et il a fait des corrélations génotype-sol. Donc, il est allé mesurer quelques caractéristiques du sol, 7, et il a été capable d'expliquer avec 49 SNP candidats qu'il a retenus, pas loin de 70% des différences édaphiques entre les populations, ce qui est énorme. En général, quand on arrive aux 20%, on est super content. Surtout dans les premiers axes de redondance, la concentration de calcium dans le sol et dans le deuxième axe de redondance, le pH du sol. Donc ensuite,
il a créé une clean multilocus avec du random forest pour essayer d'expliquer la concentration du calcium et la localisation des POP. Et la meilleure clean multilocus était composée de ces 13 locus-là et était capable d'expliquer autour de 40% de la localisation des populations et de la différence de la concentration de calcium. Donc, c'est quand même bien. Je vous rappelle, en général, quand on fait ça ici avec les conifères canadiennes, qui ont des heures de répartition énormes et beaucoup de flux géniques entre les POP, on n'arrive qu'au 20%. Ce qui est vraiment cool, c'est que quand on va chercher l'identité de ces gènes-là, que je vous rappelle, c'est des gènes aléatoires, il y en a un qui tombe sur un gène qui a le nom calcium de là. Donc, on fait, bon, ben, d'accord, on n'est pas si dans le champ que ça. Il y a des protéines qui répondent au calcium, qui expliquent le calcium dans le sol. Cool. On ne va pas sauver la planète avec ça, mais on sait qu'on va quand même dans la bonne route. Donc, on a fini par modifier nos hypothèses une dernière fois. Donc, ce qu'on a au Mexique, c'est une radiation non adaptative entre les espèces. Mais une fois à l'intérieur des espèces, il y a de la place pour que l'adaptation occure. Et ça va dépendre de la taille effective de la population. Donc, si la population est grande, on va avoir de la place pour s'adapter. Si la population est petite, pas trop. On va dépendre de la plasticité et de la capacité de s'en débarrasser des mutations qui ne sont pas très grandes. Donc, on doit arrêter de regarder les conifères comme notre personnage favori de Zootopia et commencer à les regarder comme des couteaux suisses. Donc, ils sont tous les mêmes outils à l'intérieur. Mais il y en a tellement d'outils qui sont capables de faire toutes sortes de choses différentes dépendamment de la région ou de l'environnement où ils se trouvent. Plus positif et intéressant. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de s'adapter aux tropiques. Perspective, est-ce qu'il y en a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette transition tempérée tropicale? Facteurs épigénétiques, on va parler de plasticité, donc on va parler d'épigénétique, c'est sûr. Est-ce que les endophytes jouent un rôle? Est-ce que les mycorhizes jouent un rôle? Là, on est en train de voir si on observe les mêmes tendances chez les pins, chez les juniperus, pardon, je vais réussir. Les Cuperessus, on va commencer bientôt. Chez les pins, ça va bien, on trouve plus ou moins la même tendance. Chez les junipers, à l'intérieur des clades aussi, on trouve les mêmes tendances. Cuperessus, on ne sait pas. Et on a vraiment besoin des tests de provenance des tendances. Et on n'a malheureusement rien qui se ressemble au service canadien des forêts au Mexique. Donc, si vous avez la joie de pouvoir collaborer avec ces gens-là, profitez-en, parce que ces tests-là vont alors trouver une quantité d'informations incroyable. Chaque fois que j'y vais dans les congrès, j'entends les Canadiens ou les Américains parler. Je suis hyper jeune. Profitez-en. Donc, une petite 5 minutes pour parler de pourquoi je suis ici au Canada. Donc, je vous donne la bienvenue à l'Anthropocène. Je sais, les géologistes n'aiment pas qu'on parle d'Anthropocène, mais on s'en fout. On est en train de modifier la planète et je suis sûr que dans quelques millions d'années, les paléontologues ils vont trouver l'Anthropocène avec la grosse couche de plastique qu'ils vont trouver entre les différents substrats. Pas besoin de plutonium et tous ces trucs-là qu'on essaie de voir, c'est du plastique qu'ils vont trouver. Donc, je vous présente la ville où j'habite dans une très mauvaise journée. En bas. Voilà, ça c'est la ville de Mexico. Ça c'est l'extérieur de la ville de Mexico, autour de Xochimilco, où on va écouter les mariachis dans les barques. Et ça c'est une forêt pas trop loin de la ville de Mexico. Donc, si on cherche des coupables de changement planétaire, un truc comme ça, il faut se regarder dans les miroirs. Un autre problème, on nous a sursimplifié les problèmes des gaz à effet de serre. On se concentre trop sur les problèmes à long terme, alors qu'il y en a plein de cochonneries hyper toxiques qui ont des effets beaucoup plus urgents
à traiter maintenant. Donc, je vous montre tous les monstres qu'on doit affronter. Il y en a quelques-uns qui vont détruire la fruite de son nom, et il y en a d'autres qui produisent de l'ozone ici où on est, quand ils interagissent avec les UV dans les journées chaudes de l'été, comme au Mexique. Donc, on crée de l'ozone dans la région où on est, dans la troposphère. On respire cet ozone-là. Pour rappel, l'ozone est hautement toxique. Il fait exploser les membranes cellulaires. Donc, quand on respire ça, on meurt. Quand ça s'accumule, comme ça s'accumule dans le sud-ouest de la ville de Mexico, ça fait ça chez les arbres. Beaucoup plus urgent que les trucs de CO2 en 2005. Maintenant. Okay? Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'était pire avant. Donc ça, c'était les mesures de concentration d'ozone dans les années 90. Donc, il n'y en avait pas de bonnes journées. C'était tout, on va tous crever. Ça s'est amélioré. Là, maintenant, on voit des mois en mois de mauve, des mois en mois de rouge, mais on ne voit pas de vert. C'est ce qu'on voit ici tous les jours. Même en 2020 et 2021, quand tout le monde était enfermé et ne prenait pas leur bagnole. Donc, ce n'est pas qu'on va acheter des hybrides et là, on va arrêter de produire de l'ozone. C'est beaucoup plus complexe qu'arrêter d'utiliser. Et commencer tous à acheter des Tesla, par exemple. Parce que si on produit l'électricité avec des combustibles fossiles qui balancent des oxydes azotés dans l'atmosphère, ben, on va continuer à faire de l'ozone. C'est ça qui est arrivé au Mexique pendant la pandémie. Donc, on s'est associé avec des communautés locales qui habitent dans les montagnes autour de la ville de Mexico. J'ai oublié de vous dire, la ville de Mexico, c'est une cure. Les industries sont au nord et il y en a des montagnes de tous les côtés, à l'est, à l'ouest et au sud. Dans ces montagnes-là habitent des forêts de sapins, bien sûr. Et l'ozone qui se produit dans la ville de Mexico est enfoncé dans la cuve par les vents et sort entre les montagnes au sud. Et ça fait les choses qu'on a vues dans les forêts. Donc, on travaille avec une communauté locale qui vit pour et par la forêt, pour regarder dans une zone assez limitée, où la chose est la plus grave, mettons. Et on a phénotypé et échantillonné des sapins pour faire toutes les analyses qui s'imposent, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font les arbres quand il y a beaucoup d'ozone dans l'atmosphère. Donc, la première chose qu'on a trouvée, c'est qu'entre 30 et 40% des arbres montrent des symptômes d'intoxication par ozone. Autrement dit, des aiguilles un peu rougeâtres qui ont 2 ans et plus. Et les arbres qui montrent des symptômes sont à peu près partout dans l'endroit où on a échantillonné. Et les arbres qui ne montrent pas des symptômes ont tendance à être plus jeunes que les arbres qui montrent des symptômes. Et bon, c'est cumulatif, c'est normal, machin, c'est correct. Mais quand on regarde la régénération et on compare des arbres sains et des arbres qui sont symptomatiques dans la même tranche d'âge, voilà la même chose. Les arbres qui montrent des symptômes ont tendance à être plus grands que les arbres plus petits. La bonne vieille histoire qu'on nous raconte dans les cours d'écologie, soit on investit en croissance, soit on investit en métabolites secondaires. Et on croit moins. Et voilà, c'est ça. Ensuite, on a échantillonné des arbres asymptomatiques et asymptomatiques pour les comparer au niveau histologique, au niveau métabolomique et au niveau transcriptomique. Donc, ce qui est compliqué quand on travaille avec les populations naturelles, c'est qu'on ne peut pas isoler l'effet d'ozone tout seul. Donc là, on a vu des gènes qui s'allument quand on compare une saison où il n'y a pas beaucoup d'ozone et une saison dans laquelle il y a beaucoup d'ozone. Il y en a des gènes qui
Oui, on dirait qu'ils sont en train d'aider la plante à détoxifier le sol, mais il y en a aussi des gènes de stress de la température, des gènes à l'estress salat et des gènes reliés à l'estress par insecte. Donc, très difficile à démêler les choses dans les populations naturelles. Donc, on a décidé de faire, Vero a décidé de faire plutôt, des tests contrôlés dans les parkings de l'Institut. Donc, il a construit des boîtes de 1 mètre carré, où il en a mis, 1 mètre cube, pardon, où il en a mis 10 arbres, quelques boîtes, il a installé un purificateur d'air. Il réussissait à avoir des journées vertes à l'intérieur des boîtes. Quelques boîtes, ils n'avaient rien, donc ils avaient les mêmes airs que nous on respirait. Dans quelques boîtes, elle injectait de l'ozone, ce qu'on trouvait il y a 20 ans dans la ville de Mexico. Et dans d'autres boîtes, elle injectait beaucoup d'ozone, comme ceux qu'on trouvait à l'époque mauve dans les années 90. On a besoin de faire des stats pour voir une différence significative entre les deux extrêmes. Donc, ceux qui ont beaucoup d'ozone, ils sont vraiment très belles. Et les autres, ben, ça va super bien, plus haut, plus gros, plus épaisse. Et je ne sais pas si vous êtes capable de voir en bas des pots. Véro s'est amusé à compter le nombre d'espèces qui poussaient autour des petites plantules d'après l'expériment. Dans quelques plantules, dans les boîtes qui avaient de l'air purifié, il a réussi à compter jusqu'à 18 espèces de plantes différentes. Dans aucune plante dans les boîtes qui avaient une concentration d'ozone hyper élevée avec des plantes autour de l'arbre. Zéro. Aucune plante. Donc, c'est urgent, l'histoire de l'ozone. C'est ces échantillons-là, de ces boîtes-là, que j'ai amené avec moi pour travailler avec Frédéric Pitre à l'IRBV à Montréal, faire de la métabolomique, pour savoir qu'est-ce qui font les plantes, qu'est-ce qui s'accumule quand les concentrations d'ozone augmentent. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. Donc, Omar, Vero et mes autres étudiants sont en train de regarder le phénologique, phénotypique, là-bas, des associations génotype-phénotype, des études génétiques du paysage, parce que là, on se rend compte qu'effectivement, les types de sol et l'orientation de la pente dans laquelle se trouve l'arbre a un effet sur la présence ou l'absence de symptômes, et la métabolomique, et bon, ça, c'est à moi de jouer. Donc voilà, avec ça, je m'arrête. Je remercie tous les techniciens qui nous ont aidés au laboratoire au jour le jour et les 3 agences de financement qui m'ont supporté ma malheur malheureuse, qui m'ont donné de l'argent quand même pendant les dernières 15 dernières années. Et merci à vous d'être là, d'être chez vous et de ne pas vous avoir endormi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pablo, pour cette conférence. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Bon, c'est ce que tu peux gérer en ligne, s'il te plaît. Donc, dans la salle, oui. Je vais arrêter de partager, peut-être que ça va t'aider là. Hop. Ah, ça marche plus. Voilà. Donc, il y avait une première question ici. Et... On parlait de dans la partie par le monde. Oui. Vous avez dit dans le monde, c'est le Mexique. Les symptômes qu'on voit, là, les rougissements dans les feuilles, là, les aiguilles qui deviennent rouges, tout ça, c'est n'importe quelle plante que tu sommets, que tu exposes à l'ozone. Ils ont tendance à accumuler des composés phénoliques et des tannins dans les feuilles pour essayer de détoxifier ça. Mais le 30 à 40%. C'est au Mexique, c'est juste autour de la ville de Mexique. Ouais. Ouais, c'est pas dans le monde. OK. J'en ai vu quelques plantes avec quelques symptômes, jardin botanique de Montréal, on ne va pas dire ça très fort, surtout des plantes qui viennent d'ailleurs. Des sapins qui viennent de la Sibérie, du Japon, de Chine. Moi, ça montrait ce genre de choses. On avait l'enjeu ici, il y a quelques années. Donc, voilà, ça explique les choses. Puis, les feux de forêt qu'on a eu l'année passée, cette année un peu moins, mais quand même, ça balance des oxydes d'azote dans l'atmosphère. Une fois qu'on a des étés chauds comme l'année passée ou cette année, ça va produire de l'ozone. Ça ne m'étonne pas.
Ah, Noémie avait une question. Noémie, veux-tu mettre ton micro? S'il te plaît. Ouais, j'avais une question vite faite. Ah, excusez, la caméra n'est pas bien allumée. Euh, c'est que c'était peut-être juste que je t'ai perdu un peu au début. Il y avait beaucoup de tests que tu expliquais rapidement de tes étudiants. Fait que je me demandais si tu pouvais juste dire comme en un mot ou deux comme l'étape que tu as dit, les échelons un peu, juste pour me remettre dedans si c'est possible. C'était juste moi qui étais un peu mélangée, là. Mais comme on dirait que j'ai manqué un bout jusqu'à temps qu'on parle des symptômes, là, puis les sols, puis on parlait un peu de la génétique aussi. J'ai été un peu mélangée, fait que je me demandais si tu pourrais m'expliquer un mot ou deux, genre comme l'échelon, comme qu'est-ce qui a amené ça à ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et tu parles du tout début, 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 début. Ouais, du début, genre comme l'effet domino que ça l'a créé, qui t'a amené à dire qu'on regarde les symptômes maintenant, genre. Je savais trop vite, effectivement. Donc, tu vas me dire où. Tac, 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 tac. Là, plus bas. Au début de l'ozone, Noémie, ou bien plutôt au début de la conférence? Mais c'était plus pour comprendre. En fait, c'est que vous avez commencé avec des tests génétiques qui disaient que comme la taxonomie n'était pas nécessairement comme les experts, puis vous avez fait plusieurs tests qui après Ah, ont d'accord. montré que ça confirmait. Puis ensuite, vous avez regardé les sols, puis vous avez vu qu'il y avait des symptômes. C'est là que vous vous êtes concentré sur l'ozone, si j'ai bien compris. C'était plus une petite confusion que je voulais voir, comme si tu peux clarifier si bien ça que tu voulais dire. Donc, ici, Un peu, c'est juste voir comme, si j'ai bien compris, comme ça est venu, comme vous avez regardé la génétique en premier, vous avez oui. regardé si ça correspond avec les experts, puis après vous parlez, après vous avez regardé les sols, après vous avez regardé les symptômes des arbres. C'est Ouais. juste pour voir si c'était OK. bien ça, là. Donc, on a fait des phylogénies pour voir si effectivement les espèces que les taxonomistes ont décrites, on était capable de les récupérer dans les phylogénies. Donc, au début, non, on voyait rien. Pour commencer à voir quelque chose, il fallait vraiment utiliser beaucoup de marqueurs. Là, on commençait à voir de quoi. Le problème, c'est que quand on regardait ce que les marqueurs faisaient, où ils se trouvaient, on voyait qu'il y en avait une accumulation des variantes non synonymes. Ce qui veut dire, c'est que même si on retrouve les espèces que les taxonomistes ont décrites, ces espèces-là ne sont pas les produits d'un processus adaptatif, mais d'un processus mal adaptatif. C'est vraiment isolation suivie des dérives génétiques. Voilà. Une fois qu'on a regardé que c'était plus ou moins le cas dans d'autres espèces, surtout les genévriers, on a regardé si effectivement il n'y en avait pas de différenciation au niveau du climat chez les sapins. Et on a vu que c'était très fin la différenciation climatique entre les espèces. Mais que quand on regardait le sol et la morphologie, là, on commençait à trouver des choses intéressantes. Pas nécessairement que ça coïncidait avec ce que les taxonomistes disaient, mais qu'entre les populations d'une même espèce, il y en avait des différences assez importantes, tant au niveau morphologique qu'au niveau des sols. Et là, on s'est concentré sur les espèces du centre du Mexique pour regarder ça. Voilà. Je continue ou c'est bon comme ça? Est-ce que c'est clair, Noémie? Ouais, mais c'est clair, c'est parfait, merci. Je suis allé trop vite, là. J'ai voulu comme tout montrer, des fois ça On n'est c'est pas des généticiens. non, c'est normal. Il y a une question au fond, Fred? Oui, en fait, si on ramène ça dans le changement climatique, là, je m'excuse de m'éloigner de zone, mais cette maladaptation qui n'est pas sélective, toujours au sud, qu'est-ce que ça veut dire pour le changement climatique par rapport aux espèces qui sont plus au nord? Je comprends bien, ils ont moins sélectionné, mais celles au sud pourraient avoir plus de diversité génétique. C'est l'inverse.
Il y a un problème avec ça, et c'est l'échelle des temps. Donc, oui, celles du Sud sont plus adaptées, mais étant donné que ça fait plus longtemps qu'ils sont isolés, il y en a, oui, les bonnes variables, pour ainsi dire, tolérer des températures plus élevées, mais il y en a accumulé aussi beaucoup de variables partiellement délétères. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Au nord, ce qui arrive, surtout quand on va terrestre au nord, dans les populations qui sont en train de coloniser la toundra forestière et tout ça, c'est que la colonisation s'est fait tellement vite que ces nouvelles populations fondatrices sont elles aussi en train d'accumuler des variantes partiellement délétères. Et ce n'est que leurs descendants qui vont réussir à, pas nécessairement nettoyer, mais au moins camoufler ça à cause du flux génique. Donc, c'est là que les grosses populations et l'effet du vent au Canada jouent son rôle. Donc là, elle va comme un peu homogénéiser ça et enlever l'effet des variantes partiellement délétères. Il y a, chaque fois que j'y vais dans un congrès avec Sally Atkins, il y a toujours comme des désaccords avec elle parce qu'elle est grande partisane de la migration assistée. On prend les arbres là, super adaptés, là au nord, mais là, et ça devrait aller parce que là, dans 50 années, on va avoir les conditions climatiques qu'on avait dans le sud. Oui, ça n'est pas le même. Et le flux génique va venir effacer tout ça dans quelques années. Une génération après va tout effacer ça. Donc, ce n'est pas si simple. Parce qu'on ne peut pas empêcher les pollens de venir effacer ça. C'est un peu comme les gauchers qui effacent à mesure qu'ils s'écrivent. C'est ça le flux génique. Ici au Canada. Donc, la migration assistée, ça fonctionnerait seulement pour la première génération. Oui. Il faudrait le faire à une échelle tellement énorme que ça ne serait pas praticable. Pour que les flux géniques s'effacent entre les centaines de milliers d'arbres qu'on a transférés, donc ça ne se fait pas. Pour des espèces au complet, donc là, c'est dont je voulais parler là, des épinettes mexicaines, il y en a une épinette, on a 4 populations, c'est tout. 6000 arbres au total. Ils sont au sommet des montagnes de la Sierra Madre orientale. Et ils n'ont plus de place où aller, là. Parce que là, si ça met à faire chaud là, il n'y a plus rien où monter. Donc, celle-là, ça vaudrait la peine de monter l'espèce et l'installer plus au nord. Ça, oui, là. Mais pour amener des bonnes allées d'épinettes rouges, machin, ouais, pour que l'épinette noire aille bien au Québec, tout ça, je suis sceptique. J'ai fini toujours par avoir des non-conversations avec Sally et avec Quautem, que toutes les gens là qui parlent de migration assistée à cause de l'échelle que ça devrait prendre, que ça fonctionne. Il y avait une autre question à l'avant ici, François? Oui, je vais regarder du point de vue de l'écologie des groupes dans le temps long. Comment ils font pour se maintenir si on considère peut-être le rôle de la compétition avec les autres espèces? Et puis, est-ce qu'il y a des perturbations au Mexique? Je n'attends que le Mexique, de ce point de vue-là, qui facilite le maintien de ces ensembles taxonomiques-là? OK. Il y en a encore plusieurs choses pour voir si je suis capable de répondre. Alors, compétition, oui, il y en a, mais en bonne espèce tropicale, ils réussissent quand même à trouver leur petite place, leur petit niche. Donc, quand on va dans les forêts des sapins, par exemple, on trouve les sapins où il y a de l'eau. Rivière, accumulation d'eau, beaucoup de sol organique, sapins. Personne ne rentre là, juste les sapins, c'est tout. Dès que ça devient plus sèche, plus calcaire, un truc comme ça, Pinus autochthones. Donc, ils se partagent un peu comme les
les micro-niches à l'intérieur d'une même montagne. Quand on voit ça à la rose, c'est homogène, mais ils réussissent à partager ça. Et là, quand un sapin tombe dans un sol calcaire, merci, bonsoir, pour votre participation de Paris. Et quand il y a un pan qui arrive dans une partie humide, tout ça, les sapins, c'est beaucoup plus vite que lui qui se fait avoir aussi. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était les perturbations. Donc, ouais, ben, les volcanismes pour commencer, donc à échelle, à longue échelle, il y en a des volcans actifs encore au Mexique, des volcans qui apparaissent une fois, puis ils restent là, puis qui ont un nouvel habitat. Le dernier qui est apparu, c'est les Paracutines, qui a fait éruption dans les années 50. Oui, le Mexique, ça c'est une belle place aussi pour aller visiter un planète cheval. C'est comme aller à la Lune, c'est super joli. Donc, il y en a beaucoup de places comme ça qui se font complètement balayées là, par les volcanismes. Des insectes ravageurs, mais ce n'est pas si près des cibles qu'au Canada, comme la tourgeoche et le bourgeon, tout ça, comme c'est plus ou moins qu'il y a un cycle de... Je ne me rappelle plus si c'est ça comme ça. Et ça existe aussi. Et les pires perturbations, ben, donc les paysans, bon, d'abord, il y a l'expansion des villes qui vont rafler tout. Puis les villes au Mexique poussent comme des champignons de façon très désordonnée. Ensuite, ben, il y a les bétails qui vont compacter les sols, puis va bouffer là, les plantules. L'extraction légale et illégale des bois. Et le feu. À cause de la façon comme les saisons sont distribuées au Mexique, les paysans sont obligés de tout brûler avant que les pluies commencent. Et des fois, les feux débordent. Les épinettes à côté, c'est pour ça qu'ils sont en danger, en plus des chocages. C'est multifactoriel. Merci. Rien.